Ah, ça Je va. la refais alors une dernière fois. Vas-y. C'est la chronique de ça. Voilà, Samira, c'est parti, c'est à toi. Allez, on va clôturer l'émission avec cette très belle chronique. Voilà, Allez, c'est parti. Alors, ce soir, voilà, j'avais envie d'un petit peu bousculer les choses. Donc, je vais te demander de balancer les 3 images que tu as préparées, juste pour mettre en avant quelles sont les 3 personnes qui m'ont inspiré cette chronique. D'accord. Alors, c'est parti pour La première. voilà, la première. Donc, normalement, tout le monde devrait plus ou moins connaître Raymond DeVos. Connaissez de Raymond DeVos? Voilà, donc un grand humoriste français qui a une particularité dans sa forme d'humour où vraiment il est très caustique. Donc moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est la première personne qui m'a inspiré ma chronique. La D'accord. deuxième, donc c'est Aldous Huxley. Donc normalement, bon, je dis pas que tout le monde le connaît, Tu mais connais toi? voilà, il a écrit un livre qui est très célèbre, voilà, qui s'appelle Le meilleur des mondes. Attends, une seconde. Genre là, vous connaissez tous là. Toi aussi, Lila. Oui. Attends, donc moi, Markens, genre, je connais pas ça là. Mais c'est normal parce que mes chroniques sont toujours là pour toi, Markens, pour t'inspirer. J'en apprends tous les lundis. En fait, tous les Voilà. lundis, je retourne à l'école. Donc ça, Ok. Aldous Huxley, j'ai du mal avec Huxley, les je vais le dire pour toi. Ouais, Huxley. C'est un écrivain futuriste, c'est-à-dire que justement, il écrit des livres avec des projections du futur. Ce livre-là, Le meilleur des mondes, il l'a écrit en 1932 et il a fait une projection sur ce qu'allait être le monde de demain là dans les années 80. Donc vraiment, c'est une lecture que tout le monde devrait avoir lu dans le cours de sa vie parce que il y a des choses. Donc il y a un passage que je vais vous lire et vous allez vous en rendre compte. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième personne qui m'a inspirée. Et la troisième Et personne? la troisième personne, c'est un grand philosophe indien, Krishnamurti. Voilà. D'accord. Krishnamurti, voilà, qui est très connu, qui est un philosophe indien, qui a écrit énormément de livres. Donc qui fait partie qui est le 3e personnage qui a inspiré ma chronique. Alors quand je D'accord. dis inspiré, c'est-à-dire que à l'intérieur de ma chronique, je vais avoir des lectures de textes qui ont été produits par ces personnes-là Ok. et qui vont me permettre de pouvoir pousser un peu mon coup de gueule. Alors, c'est parti, on t'écoute, vas-y. Alors, j'ai intitulé ma chronique Déloftisation des esprits. Déloftisation. Alors, Pourquoi déloftisation? Pourquoi déloftisation? Parce que ça fait référence au loft, Ouais. d'accord? Donc loftisation, déloftisation. Donc entendez-la, D'accord. sortir du loft. Sortir du loft. Voilà, donc sortir du loft, nos esprits. Ok. D'accord? Très bien. Alors, mesdames et messieurs, donc je vais être très solennelle ce soir. Comme le grand humoriste Raymond DeVos nous l'avait proposé en 1979, je vous annonce tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oui, je sais, vous pensez, si elle n'a rien à dire, eh ben, elle ferait mieux de se taire. Évidemment, mais ce serait trop facile. Alors, vous voudriez que je fasse comme ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Bah non. Mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. D'accord? Ok. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, je vous invite, on en parle et on en discute. D'ailleurs, lâchez-vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires tout au long de ma chronique si vous n'avez rien à dire. Ok, D'accord. c'est ce qu'on va faire. Pardon. Donc, mais me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien, si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Alors, il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que le sont ceux d'aujourd'hui. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, en tout cas si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterions ? D'ailleurs, je vous signale, entre parenthèses, que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Samira va D'accord. nous mettre dans la merde. Donc, et pourtant, nous aussi, cette catastrophe, nous la regardons passer de main en main. De gouvernement en gouvernement. Cette catastrophe, elle grandit, nous la regardons s'étendre sans à peine rien dire. Sommes-nous tous inhibés, formatés,
ou même anesthésiés au point de ne savoir plus se révolter, Markens? Je pose la question. Je me pose la question aussi. Alors, un homme, un grand homme, un écrivain, visionnaire du nom de Aldous Huxley. Voilà, semble le croire et nous l'a prédit en 1932 dans son roman d'anticipation intitulé Le meilleur des mondes. Il nous y décrit d'une manière inquiétante et stupéfiante le scénario suivant. Écoute bien, Markens. Je t'écoute. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendrait même plus à l'esprit des hommes. Bra. L'idée serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Bra. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. C'est vrai. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, bien sûr. Et ça voudrait dire quoi, ça? On en reparle après. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout, pas de philosophie. Non. Pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. Ok. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattant toujours l'émotion et l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon dans un bavardage et une musique incessante d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains, car comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. Le conditionnement humain produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur par contre, qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. Samira, tu sais que ta lecture, elle est tellement solennelle comme ça. Ouais. Celui-là, j'ai envie de voter pour toi. Ouais. Franchement, là, non, j'ai envie mais de là, c'est pas moi qui ai écrit, c'est Huxley. Ouais, mais Huxley et toi, là, vous faites un bon duo. Mais t'imagines, écrit ça en 1932, on est en 2018, le mec, il était déjà dans un futur de fou. Il avait déjà tout compris. Putain, vas-y, continue, Samira. Putain. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, c'est-à-dire un veau. Ok. D'accord ? Et oui, loin d'être d'une simple fiction tirée d'un roman, ces conditionnements sont bel et bien réels aujourd'hui et nous sont imposés à nos dépens depuis des siècles, ne cessant de s'améliorer et de s'affiner. Ok. Le philosophe Krishnamurti nous en fait un résumé dans son ouvrage intitulé « Le sens du bonheur ». Rédigé en 1963, dont je vais vous lire ici un petit passage. J'étais même pas prêt d'être procréé. Écoute ce qu'il écrit. Dès votre naissance, dès les premières impressions que vous recevez, votre père et votre mère ne cessent de vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qu'il faut croire et ne pas croire. On vous dit que Dieu existe ou qu'il n'y a pas de Dieu, mais que l'État existe et qu'un certain dictateur en est le prophète. Dès l'enfance, on vous abreuve de ces notions, ce qui signifie que votre esprit, qui est très jeune, impressionnable, curieux, avide de connaissances et de découvertes, est petit à petit enfermé, conditionné, façonné de telle sorte que vous allez vous conformer au schéma d'une société particulière, au lieu d'être un révolutionnaire. Et comme cette habitude d'une pensée formatée s'est déjà ancrée en vous, même si vous vous révoltez effectivement, c'est sans sortir du cadre de schémas préétablis. À l'image de ces prisonniers qui se révoltent pour être mieux nourris, avoir plus de confort, mais toujours en restant dans l'enceinte de la prison. Lorsque vous cherchez Dieu, ou que vous voulez découvrir ce qu'est un gouvernement équitable, vous restez toujours dans le cadre des schémas de la société qui dit « telle chose est vraie », telle autre est fausse, ceci est bien, cela est mal, voilà le leader à suivre et voilà les saints à prier. Ainsi, votre révolte, comme la prétendue révolution suscitée par des gens ambitieux ou très habiles, reste toujours limitée par le passé. Ce n'est pas cela la révolte, ce n'est pas cela la révolution, Markens. Il s'agit là simplement d'une forme exacerbée d'action, d'un combat plus courageux que d'ordinaire, je vous l'accorde, mais toujours dans le cadre des schémas établis. La vraie révolte, la vraie révolution consiste à rompre avec ces schémas et à explorer, en dehors d'eux.
Tous les réformateurs, peu importe qui ils sont, ne s'intéressent qu'à l'amélioration des conditions dans l'enceinte de la prison. Comprenez bien. Jamais ils ne vous incitent au refus du conformisme. Jamais ils ne vous disent abattez les murs de la tradition et de l'autorité, franchissez-les, dépouillez-vous du conditionnement qui vous emprisonne l'esprit. Ça, jamais. Or, la véritable éducation consiste à ne pas simplement exiger de vous la réussite aux examens en vue duquel on vous a bourré le crâne ou la retranscription des choses apprises par cœur. Mais la véritable éducation consiste à vous aider à voir les murs de cette prison dans laquelle votre esprit est enfermé. La société nous influence, elle façonne notre pensée et cette pression extérieure de la société se traduit peu à peu sur le plan intérieur. Mais aussi profond qu'elle pénètre, elle agit toujours de l'extérieur et l'intérieur n'existe pas pour vous tant que vous n'avez pas brisé ces chaînes. Vous devez savoir ce que vous pensez et savoir si c'est en tant qu'hindou, musulman, chrétien, athée que vous pensez. C'est-à-dire en fonction de vos croyances. Vous devez être conscient de ce que vous croyez ou ne croyez pas. C'est de tout cela que sont faits les schémas de la société et si vous n'en prenez pas conscience, vous en êtes prisonnier, même si vous croyez que vous êtes libre. Mais dans la plupart des cas, nous ne préoccupons que d'une révolte circonscrite à l'enceinte de la prison. Nous voulons de meilleurs repas, un peu plus de lumière, une plus grande fenêtre pour voir un plus grand pan. Voilà la réflexion que nous suggère Krishnamurti. Eh ben voilà. C'est pas fini. En tout cas, je vais conclure. Vas-y, conclue Samira. Parce qu'on va en perdre là. Tout le monde s'en va. On va en perdre. Pourtant, au replay, on n'en perdra pas. Donne-nous la conclusion, vas-y Samira. Non mais je sais que c'est un peu long parce que mais c'était important en fait de poser ces idées-là parce que c'est une manière de faire réfléchir les gens, tu vois, de se poser les vraies questions. Ah ouais, c'est vrai. En fait, finalement, est-ce que je pense réellement par moi-même? Ce qui est fou, c'est que ces mecs-là, ils ont écrit ça il y a des années. Des années, c'est-à-dire que c'était. Alors que maintenant, on est en plein dans ce type de problématiques. C'est pour ça que c'est important de réfléchir à ça. C'est un truc de fou. Du coup, je conclurai. Il est vrai que depuis des années, on essaye de nous faire croire que l'éducation, la culture, les études sont des domaines réservés aux personnes riches, intelligentes, douées, voire surdouées, et que chaque individu devrait se contenter de ce qu'il sait faire facilement en fonction du résultat de l'évaluation qu'on lui aurait fait subir, tu vois, à l'école. Mais tout cela est faux et n'est qu'une pure manipulation et usurpation, car le système de nos sociétés a été créé de telle sorte que vous puissiez y croire. Vous l'aurez compris, il sera trop dangereux de permettre à tout citoyen de réfléchir, de savoir critiquer et remettre en question notre système. Cela doit être contrôlé méticuleusement afin de continuer à fabriquer de futurs esclaves et maintenir l'ordre et le pouvoir aux mains de l'élite. Pourtant, tout être humain est en capacité de se libérer de cette prison si on lui permettait, dès son plus jeune âge et tout au long de son instruction, d'apprendre à apprendre et qu'on lui laissait la possibilité de choisir ses centres d'intérêt. Chaque individu pourrait comprendre comment s'instruire facilement et aisément si on lui apprenait par quel canal son cerveau absorbe le mieux l'information et quelles sont les stratégies cognitives qui lui permettent d'être le plus performant. Une fois bien instruit, il serait alors en capacité de choisir réellement en conscience son destin, que ce soit pour devenir mécanicien, banquier ou artiste. Alors, je lance un appel, et là c'est très solennel. Vas-y. Je lance un appel, chers auditeurs, chères auditrices. Le temps est venu de déloftiser vos esprits, de rêver à un autre monde plutôt qu'à un meilleur monde, de souhaiter une autre éducation pour nos enfants plutôt que de réformer nos écoles. Il est temps d'imaginer d'autres ressources pour vivre plutôt que de réclamer l'augmentation du SMIG. Il est temps de s'inventer des fonctionnements de vie à petite échelle plutôt que d'attendre de nouvelles lois uniformes pour une grande société. Il est temps de choisir nos propres valeurs au lieu de croire celles qu'on nous impose de manière mensongère. Il est temps d'investir sur le présent plutôt que d'extrapoler sur un futur. Il est temps de prendre les responsabilités de notre liberté plutôt que de céder à notre paresse de fataliste. Et il est temps enfin de devenir le maître lucide de notre vie plutôt que de rester l'esclave hypnotisé toute sa vie. Voilà, merci. C'était Samira. Eh ben là, c'était du Samira.
en live du fucking building. En tout cas, on a Kevin qui a très bien suivi et qui nous a fait une traduction qui nous dit, en tout cas, ça veut dire frère, nique bien leur chien de leur mort. Il y a rien. Ils s'en battent les couilles de nous, la famille. Ça sert à rien de faire du carplat dans les écoles. Crois pas ces chiens. Nous, on veut graille, frère. C'est une version un peu plus urbaine de... Merci pour la traduction. Et un résumé. Un traducteur. Et merci Kevin de traduire ça. Suite de la traduction. Wesh, arrête de croire que t'es con. Suffit que tu utilises ton Vaussaire comme il faut. T'écoutes trop le monde zer. Des bâtards qui te payent comme... Franchement, laisse tomber. Bravo. Merci Kevin. Kevin, t'as simplement fait la petite traduction. En tout cas, voilà. Tout ça pour dire que, comme elle dit Samira, réfléchissez avec votre cerveau. Arrêtez de réfléchir parce qu'on vous montre à la télé, parce qu'on vous dit ou parce que vous croyez entendre, etc. Réfléchissez par vous-même, avancez vous-même, d'accord? Allez-y, faites-le pour vous parce que personne ne le fera pour vous, tout simplement. Peu importe vos projets, peu importe vos ambitions dans la vie, allez-y. Ça rejoint un peu le sujet de conversation qu'on avait eu la semaine dernière, où d'ailleurs Lila a été intervenue en message, quand on parlait de l'orientation scolaire, tu te rappelles? Et de se dire, ah bah voilà, c'est pas une honte de faire un bac pro, ceux qu'on a envie. Et on parlait de l'instruction et de l'accès à l'instruction et tout ça. En fait, ce qui est important, c'est qu'on ait tous accès à l'instruction. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous permet de nous construire. Et c'est pas une question de, c'est un truc élitiste. Non, en fait, c'est important qu'on puisse, et on a tous les capacités, sauf que la manière dont on la transmet, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis il faut réfléchir sur il faudrait apprendre aux enfants à apprendre. Il faut qu'ils sachent comment leur cerveau fonctionne pour savoir s'ils apprennent mieux en écoutant, en écrivant, en touchant les choses, tu vois. Eh ben moi je vous dis Samira, ministre de l'Éducation. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez les auditeurs, votez 1 pour Samira en ministre de l'Éducation, votez 2 pour Samira, ministre de la Culture, votez 3 pour Samira, ministre des Finances, votez 4 première ministre. Voilà, allez-y, vous avez 4 options. Non, en fait, j'ai pas envie d'être ministre, parce que j'ai envie de changer. J'aurais même envie que ça n'existe plus, les ministres. De toute façon, c'est comme ça qu'on t'a mis, ce sera rien. Alors, Kevin nous dit, il n'y a rien à la famille. J'ai fait Hess en seconde langue, faut bien que ça Il a dit, j'ai fait Hess en seconde langue. Merci Kevin, merci à tous d'avoir suivi le live ce soir. C'était un petit live tranquille, un petit liste. Voilà, on est un tranquille en tête à tête. On a comblé pendant 1h33. Voilà, avec tout le monde, voilà. Donc, je vais vous faire un gros bisou à tous ceux qui ont suivi. Merci Kevin, merci Greg. Merci tout le monde. Merci